On est rentré dans un monde extrêmement dangereux, incertain, où on ne respecte que la loi du plus fort. Cette dépendance technologique de l'économie européenne à l'égard de l'industrie de la tech américaine, elle s'est progressivement construite sur les 30 dernières années par absence de vision, par pusillanimité, par procrastination, par absence de vision, par paresse intellectuelle. Il n'y a rien qui nous empêche d'être un leader sur la tech. Il y a une seule chose de mon point de vue qui empêche, c'est que culturellement, on a considéré que la tech, elle est américaine. Ce qu'on ne considérait pas comme un risque il y a même l'année dernière, voilà, 6 mois, en fait maintenant c'est devenu un risque presque avéré. L'Irlande est utilisée en Europe par la tech américaine pour être la plateforme tournante d'un trafic, non pas de services numériques, mais d'évasion fiscale. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Ce soir, on est en partenariat avec Memority et on va parler du sujet suivant, Move to Cloud et IA, gérer ses dépendances technologiques. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un moment, comme vous le savez, on aime bien débattre de cybersécurité, on aime bien débattre de technologie et on aime bien recevoir des experts pour en parler. Et d'ailleurs, pour commencer cette émission, je vais leur permettre de se présenter et je vais donner la main à Gilles. Donc Gilles Castéran, je suis le CEO et cofondateur de Memority. Alors Memority est une plateforme de gestion des accès d'identité et des accès et des identités, passionné par les sujets de dépendance, voire plutôt d'autonomie numérique. Ce sera un sujet qu'on abordera. Merci. Arnaud ? Oui, moi j'ai passé à peu près 40 ans au ministère des Armées avec une carrière de marin, puis aussi une carrière dans le numérique, marquée par une culture de DSI, puisque j'étais DSI de la Marine et directeur général du numérique du ministère, mais aussi très marquée par la cyber, parce que j'ai passé 9 ans à créer la cyber des armées, puis à la commander. Et aujourd'hui, je suis président d'une association qui promeut un numérique régalien. Odile ? Bonjour, donc Odile Dutil, moi je suis directrice cybersécurité pour le groupe Caisse des dépôts. Donc j'ai en charge la partie gouvernance et également la partie technique, plus la partie des maîtrises des risques, technologie, information, communication au sens de DORA. Voilà. Et donc Move to Cloud, effectivement c'est une problématique à la Caisse des dépôts et aussi sur la partie intelligence artificielle. Merci. Et Henri ? Donc Henri Dagrin, bonjour à tous. Je suis donc le délégué général du CIGREF. Le CIGREF est une association professionnelle dont les membres sont les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises en tant qu'utilisatrices de produits et services numériques. D'ailleurs, la Caisse des dépôts, membre du CIGREF, est représentée par son DSI, Patrick Laurence Frings, que je salue s'il nous écoute. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir rejoints. Je sais que le public est très content. Je vais commencer avec le premier commentaire de Patrice qui dit « Oui, on est gâtés ce soir avec des invités d'exception. » Donc Patrice et tous ceux qui le disent à distance, vous avez bien raison. On va avoir un super débat. Merci. Alors, j'aimerais commencer avec quelques chiffres et notamment un papier qui est sorti donc, de la part du Clusif. Donc, les hyperscalers comme AWS, Microsoft, Azure, Google, Cloud aujourd'hui dominent à 70% le marché européen et le Clusif a mis justement en avant un rapport nommé Souveraineté et confiance numérique. Et il met en avant le fait que la dépendance aux technologies numériques étrangères expose l'Europe à des risques stratégiques. Alors, nous, côté Risque Intel Média avec Memority, on a voulu poser la question aux experts. Donc, on a fait un sondage qu'on a sorti il y a quelques jours et on a demandé, le cloud est-il un facteur de dépendance ou d'autonomie pour les entreprises ? Alors, je vous laisse regarder les chiffres, mais avant de me répondre, de me dire si vous êtes d'accord avec les chiffres que vous voyez au tableau, je vais permettre également aux gens qui sont à distance et aux personnes qui sont dans le salon cocktail de nous répondre. Est-ce que vous pensez, vous, que le cloud est un facteur de dépendance ou d'autonomie pour les entreprises ? Oui, non, ou ça dépend. Alors, je vous laisse regarder les chiffres. On est quand même à 58% dépendance, soit 7% autonomie, donc c'est très faible, et 35% ça dépend sur 752 votants. Vous en pensez quoi ? Alors moi j'allais dire, je suis plutôt d'accord effectivement avec la majorité. Avec la majorité, les 58%. Avec les 58%, parce que en fait, quand tu fais, le rapport du Clusif, alors je le connais bien parce que moi je suis administratrice aussi au Clusif, et effectivement on a fait un espèce de guide, qui présente les différentes possibilités d'hébergement pour en fait choisir en considérant le niveau de sensibilité de ces données
où est-ce qu'on les met et chez qui finalement on les met. Parce que on peut très bien utiliser des solutions de grands providers américains sans souci pour des données qui ne sont finalement pas très stratégiques. Par contre, pour la partie stratégique, il vaut mieux les héberger dans un cloud de confiance, voire un cloud souverain, si elles sont vraiment très stratégiques, très secrètes. Et en fait, le choix, il faut le faire comme ça. Moi, le terme souveraineté numérique, je préfère personnellement le terme autonomie stratégique parce que je trouve que c'est plutôt un éclairage qu'il faut avoir. Et puis effectivement, on est toujours dépendant quand on met ces données chez quelqu'un d'autre finalement de la nature de l'hébergement. Donc moi je dirais que je suis plutôt d'accord. Arnaud ? Moi aussi, je suis plutôt d'accord, mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Parce qu'au fond, il y a deux notions qui me paraissent importantes. C'est le rapport à la technologie. Parce que acquérir une technologie, prendre une technologie et la mettre dans un environnement que l'on maîtrise, justement, on peut avoir une certaine forme d'autonomie stratégique. Bien sûr, il restera la dépendance, une techno qui est donnée par le fournisseur, mais on a quand même besoin d'aller chercher les meilleurs technos du moment. Par contre, on sait l'envie de le mettre dans un environnement que l'on peut sécuriser par du chiffre, par des points de mesure, voilà. Par contre, le cloud est autre chose. Le cloud, on va chercher un partenaire dans la durée et on lui confie nos données. On lui confie un certain nombre de choses. Donc, c'est du partenariat, ça va bien au-delà. Et ce partenaire, on le choisit pour dans la durée et on lui voilà. Donc, moi, je fais un peu une distinguo entre une technologie que l'on empaquette et un service que l'on va chercher avec quelqu'un à qui on se livre pour une certaine durée d'années. Henri, j'ai vu que tu voulais interagir. Oui, non, c'était pour dire que je crois qu'il y a plusieurs choses derrière cette question qui me paraissent importantes. Hein. C'est d'abord, le cloud, c'est pas un choix, c'est une dynamique qui est normale, comme dans toute industrie, qui va rationaliser les outils de production. Et l'outil de production informatique, il est assez naturel qu'il se rationalise, comme dans toutes les industries à travers l'histoire des technologies. Donc le cloud n'est pas un choix ou une préférence, mais c'est une démarche qui est assez logique et qui va se développer, ne serait-ce que parce que tous les éditeurs de logiciels, aujourd'hui, les grands éditeurs de logiciels, les principaux éditeurs de logiciels, sont inscrits dans une stratégie de cloud. Regardez, aujourd'hui, SAP annonce, c'était 2027, maintenant ça va être 2030, mais vous n'aurez plus d'ERP SAP, d'accès à SAP, en dehors de la stratégie RISE, sur des plateformes cloud, que ce soit d'ailleurs, vous aurez à peu près le choix de celui qui hébergera votre solution entre les grands hyperscalers américains et chinois, mais ça veut vrai tout. Donc c'est une démarche assez naturelle. Ensuite, dans la question, ce que je voyais, c'était dans le contexte actuel. Le contexte actuel, il était agité, mais on ne sait pas ce qu'il en sera dans 6 mois. En tous les cas, si on regarde dans le temps moyen, dans le temps long, le problème, c'est que nous sommes dépendants en Europe. Nous avons l'économie européenne qui est dépendante à des technologies qui sont développées et déployées par d'autres continents. Et donc ça, c'est une dépendance de l'économie européenne globalement. Et c'est quand on parle de dépendance, est-ce que c'est à ça qu'on fait référence, ou est-ce qu'on est dépendant à un fournisseur? Est-ce qu'on est Voilà, donc il y a de l'ambiguïté, je trouve, derrière la question. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, ça dépend de quoi on parle. Et puis après, il y a des stratégies pour maîtriser ces dépendances, notamment d'hybridation de ces stratégies cloud, entre des stratégies de cloud interne et de diversification multi-cloud auprès de ces opérateurs. Gilles ? Oui, alors pour compléter, alors déjà, il y a des dépendances qui sont choisies et volontaires, donc la question de gestion est évidemment un vrai sujet. Et puis, moi, j'aimerais aussi qu'on regarde, parce qu'il y a la dépendance actuelle, c'est le cloud, et on en parle, et les chiffres sont assez importants, et en tout cas, très marquants sur ce sujet-là, mais il y a aussi les dépendances à venir. Et donc, il faut s'interroger aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer ces dépendances, ou gérer son autonomie, et notamment sur tous les nouveaux sujets qui arrivent. Parce que, tu l'as très bien dit, on voit une révolution du cloud, mais aussi des applications et donc du SaaS. L'ensemble des solutions logicielles seront en full SaaS. Donc même quand on dit, tiens, on peut faire un peu de cloud interne, externe, ça sera quasiment plus possible, parce qu'il n'y aura plus de disponibilité de software en mode on-prem. Donc on sera obligé de le faire. Donc il faut s'intéresser aussi sur comment on gère, comment on est maître de ces dépendances futures. Et donc évidemment, là, en tout cas sur ce qui nous concerne, on considère... Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau effectivement de la dépendance de chacune des entreprises qui se concrétise par les choix qui sont réalisés à travers un acte d'achat. Et puis il y a les dépendances
collective, notamment à l'échelle de l'Union européenne. Ce sont deux niveaux qui sont différents et qui doivent être traités suivant des ordres différents. Arnaud ? Moi, je voudrais quand même revenir sur le fait qui fait pourquoi aujourd'hui on parle énormément de ces sujets-là. C'est que la donne a changé. On a basculé dans un nouveau monde. Moi, j'ai une carrière de militaire opérationnel. J'ai été stupéfait dans ma carrière par différentes fois, la guerre du Golfe. La fois suivante, c'était les Twin Towers. On sent que sur ce genre de déclaration qu'on change de monde. On ne sait pas où on va, mais on change de monde. Et pour moi, les 100 jours de M. Trump, avec à la fois une continuité dans sa vision du numérique par rapport à l'administration Biden, mais à une méthode différente pour le faire. Ensuite, le fait de voir que la Silicon Valley, à part Microsoft, a emboîté le pas du mouvement MAGA, avec à la fois une révolution, avec des doctrines qui ont plus d'une dizaine d'années, avec d'un côté un très très grand libertarisme sur le net, sur l'IA, sur les données. Les données doivent être en open bar pour pouvoir contrôler la consommation des citoyens. Et de l'autre côté, des visions très fermée de la société. Puis troisième chose, un bouleversement de toutes les relations internationales où on ne sait pas où on va. Et avec une Amérique qui se referme et qui revient au début du 19e siècle. Donc je pense que ce contexte-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la géopolitique s'est invitée dans l'histoire de l'économie et dans les problématiques des DSI, et que ce move to cloud, où on est obligé d'aller donner des données, on est obligé de choisir un partenaire, tous les partenaires ne se valent pas. Et c'est vrai que chaque entreprise, dans son contexte de développement, a des sujets pour essayer de retrouver une part d'autonomie stratégique en ayant des solutions probablement hybrides, comme tu le dis, mais ça rend la vie d'un DSI quand même assez compliquée aujourd'hui. Et c'est vraiment, on est vraiment, je pense, à un début d'un nouveau chemin qu'il faut prendre. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, mais qui n'est pas simple. Et c'est pas en disant achetons français, machin, strogneux, qu'on va résoudre le problème. Et là, tu adresses effectivement la question du risque géopolitique. Il est tout à fait vrai. Et en fait, ce qu'on ne considérait pas comme un risque il y a même l'année dernière, 6 mois, en fait, maintenant, c'est devenu un risque presque avéré. C'est-à-dire que dans les entreprises, on se dit maintenant, finalement, quelle est ma cartographie de mes fournisseurs ? Comment est-ce que je peux même mesurer mon autonomie stratégique ou ma souveraineté numérique, qu'on parle France ou Europe? Et typiquement, nous, c'est des questions qu'on commence à adresser dans tous les grands groupes. On voit que tout le monde on en est même à se dire, il faudrait faire des KPI pour essayer de mesurer finalement ce critère d'autonomie stratégique. Alors après, se pose la question, évidemment, un KPI, comment ça se calcule? C'est là que le diable rentre tout de suite dans les détails. Est-ce qu'on compte en nombre d'éditeurs, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose? Est-ce qu'on compte en poids de l'éditeur? Mais alors là, comment est-ce qu'on qualifie le poids d'un Microsoft, d'un Google? Enfin, ça, c'est un petit peu compliqué. Et est-ce qu'on parle en cas euros? C'est pas non plus forcément la bonne méthode. Mais en tout cas, c'est des sujets qui commencent à émerger, dont on commence à parler, et dont on parlait effectivement pas du tout, je te rejoins Arnaud, il y a 6 mois. C'est pour aller dans ce sens-là, on devrait aussi s'interroger sur les grands services essentiels et critiques qu'on veut maîtriser. Alors évidemment, notre conviction au sein de Memority, c'est de dire isoler, rendez autonome la gestion des accès à l'identité. On se base sur la protection des données, mais la première chose qu'il faut bien maîtriser, c'est comment on accède à ces informations, qui accède, quels sont les droits dessus. Et donc cette brique-là, il faut les isoler. Il y en a d'autres, on va parler d'IA, on va parler de sujets sur la cybersécurité, mais il y a une vision d'architecture globale où il faut sortir des extraits, quitte à accepter des vraies dépendances sur d'autres sujets, sur des sujets applicatifs, on pourrait envisager, mais en tout cas, il y a des sujets qu'il faut clairement identifier. Oui, je voudrais revenir d'abord sur effectivement accepter des dépendances. De toute façon, une entreprise, elle est dans des réseaux de dépendance et elle doit, c'est un des métiers principaux de l'entreprise, de maîtriser ses dépendances vis-à-vis de ses fournisseurs, bien sûr, et notamment IT, mais vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses compétences rares, vis-à-vis de ses actionnaires et ainsi de suite. Donc ça, effectivement, de toute façon, il n'y a pas de voie pour une autarcie des entreprises sur leur système d'information, ça n'existera pas. Non, quand pour revenir, je pense qu'il faut même aller plus loin, c'est toute organisation. Mais oui, bien sûr, quand je dis entreprise, organisation, on est tous dans le même monde numérique. Et le métier d'une entreprise, c'est de maîtriser ses dépendances, de les gérer, de les maîtriser. Pour partir sur la géopolitique, c'est vrai qu'il y a eu une accélération de cette prise de conscience de l'importance de la géopolitique dans le champ numérique. Cependant, je vois que ça fait quand même plusieurs années
que, notamment au CIREF, c'est un sujet sur lequel on travaille, et c'est un travail de fond qu'on fournit depuis 7 ou 8 ans. Et notamment, on avait commencé en septembre 2023 un groupe de travail sur géopolitique et stratégie numérique, dont on a pu publier le rapport de manière tout à fait opportune, mais c'est un hasard, parce qu'il était prêt à ce moment-là, en mois de février 2025. Alors vraiment, il est arrivé pile poil, tout le monde dit, alors là, vraiment, non, c'était un fruit du hasard, parce qu'on avait commencé ce travail plus d'1 an auparavant, avant même que l'on se doute qu'on allait se retrouver dans cette situation actuelle. Alors, justement, je vois qu'on est en train de tourner vers la partie géopolitique, et ça fait partie de mes questions, donc je vais sauter un petit peu en avant pour pouvoir creuser cette question-là. Mais d'abord, je voudrais vous donner ce que le public a répondu. Donc déjà, tu avais raison, Henri, en tout cas, quand tu disais que le cloud, de toute façon, c'est une évolution auquel on ne peut pas s'empêcher. Il y a Ali qui dit, pas de cloud, pas de transformation aujourd'hui, ce n'est pas possible. On a Thibaut qui parle notamment, alors je vais vous donner son commentaire. Bonsoir, merci pour ce débat très clivant, professionnel et passionné. Des conventions et accords internationaux pourraient sûrement apaiser ce secteur de tension pour améliorer les synergies internes. Quid des licences hybrides? Je pense aux données de Polytechnique, instruction et à l'utilisation de Microsoft commercial. Simple interrogation. Alors Thibaut, on va en parler justement à la fin sur la partie Microsoft, donc je vais laisser cette question pour la fin. Mais voilà, quand j'ai posé cette question, donc ce débat, vous le voyez bien, on est à 58% pour la dépendance, on est à 35% pour ça dépend, et je vois que c'est ce qu'on se retrouve aussi autour de la table, puisqu'on était entre dépendance, ça dépend. J'ai vu personne encore me dire autonomie. On est d'accord? Personne ne parle d'autonomie. Bon, on est forcément dépendant puisque en fait, effectivement, il y a des interactions. Et si on parle juste de la partie des données, une fois qu'on part avec un cloud provider, forcément, se pose le problème de la réversibilité. C'est-à-dire, on ne va pas prendre nos données sous le bras et puis les mettre chez quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, c'est workload. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup, c'est une vraie question. Quand on part avec un partenaire, un provider, il faut vraiment se poser la question de est-ce que les données que je mets chez lui, c'est bien le bon hébergement et à l'aune vraiment de la confidentialité des données. Le rapport que tu citais du Clusif, en fait, c'est pareil, il date de 2023, en fait. Parce que c'est des questions qui ont toujours existé, mais c'est le contexte géopolitique qui le met en exergue et qui le fait remonter. Et c'est pour ça que ça revient maintenant. Justement, pour le public qui est en présentiel en bas, à qui on a posé la question, donc on a 52%, donc à peu près 10 personnes qui vous disent non, forcément, ça crée de la dépendance. On a 2 personnes, donc on a 10% en bas qui pensent que c'est de l'autonomie. Il va falloir nous expliquer ça pendant la partie cocktail et vous identifier. Et on a 36%, donc 7 personnes qui disent effectivement, ça dépend. Arnaud, tu voulais rebondir ? Non, mais la bonne gestion, comme dit la bonne gestion des dépendances, ça peut permettre aussi de retrouver une autonomie. Quand on parle d'autonomie stratégique, c'est bien ça. C'est dans un contexte où je suis un nain, comment j'arrive à me débrouiller pour défendre mes intérêts et arriver à aller faire le chemin que j'ai envie de faire. Voilà, donc le cloud, c'est un contexte, il y a du cloud plus ou moins souverain, ou plus ou moins avec des capacités extrêmement différentes. Mais moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que tu as parlé des données. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, ce que je vois avec ma culture opérationnelle dans le monde géopolitique, c'est que le droit qui auparavant était fait pour protéger, le droit international, on le voit aussi sur les données, on voit aujourd'hui, il est fait pour faire de l'ingérence et pour dominer les autres. Et on le voit bien, le droit des conflits armés est bafoué partout. Et dans le droit numérique, on voit bien aussi qu'il y a un rapport de force extraordinaire. Plus loin, vous avez le Comité international de la Croix-Rouge, il y a 1 an et demi, qui a été attaqué a priori par une nation qui a volé toutes les données des réfugiés ou ainsi de suite à un moment donné. Donc ça montre bien que ce droit n'est plus respecté du tout. Et on le voit bien que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Ukraine, et on voit même le pouvoir de l'ONU, le pouvoir du Comité international de la Croix-Rouge. Tout ça, c'est des choses on est rentré dans un monde extrêmement dangereux, incertain, où on ne respecte que la loi du plus fort. Et dans le numérique, on le voit aussi. Sur les réponses de ça dépend, oui. Je pense qu'on peut aussi envisager que certains considèrent qu'en faisant de l'architecture globale, qu'en isolant des services, qu'en ayant la possibilité de faire du cloud hybride, on a une vraie maîtrise de sa dépendance. Tout encore, c'est qu'il faut bien concevoir le système. Ouais, parce que les dépendances de demain, ce que je voulais dire tout à l'heure, les dépendances de demain, elles se construisent aujourd'hui. Et on voit très très bien que les hyperscalers ont déjà organisé le fait qu'ils vont avoir le monopole sur le niveau entreprise, parce que c'est un sujet qu'on en parle. Et donc, on voit la mécanique arriver. Et donc, si on analyse ça, on peut contrecarrer et se reconstruire une capacité à gérer une certaine autonomie, en tout cas avoir une vision assez maîtrisée de sa dépendance.
Alors justement, pour venir, donc je voulais creuser la partie géopolitique. Donc dans le rapport évoqué justement du CLUSIF et également du SUGREF, il est noté que les tensions géopolitiques, notamment avec les États-Unis, menacent l'accès européen aux technologies critiques. Donc vous en avez un peu parlé, parce que ma question c'était de savoir est-ce que cette peur est légitime, justifiée ou pas. Donc là, je veux bien effectivement qu'on en reparle un peu. Et surtout, je voulais demander aux personnes qui sont en bas dans le salon cocktail, parce que vous êtes tous des professionnels de la cybersécurité. Et moi, c'est vrai que depuis quelques mois, j'entends certains experts, certains professionnels me dire qu'ils se posent la question, justement, de changer ou pas de cloud au vu des tensions géopolitiques, au vu de l'arrivée aussi de Trump au pouvoir. Donc, est-ce que vous avez vu justement ce changement-là dans votre profession de façon quotidienne, cet impact de la partie géopolitique. Et puis du coup, je veux bien qu'on repart un peu, qu'on recreuse un peu sur cette question. Moi, ce que je peux voir, moi étant un petit peu un observateur extérieur, voyant quand même beaucoup de gens dans différentes structures, ce débat sur la souveraineté, ce débat sur le cloud, effectivement, est quelque chose qui aujourd'hui anime tout le monde. Tout le monde se pose au moins la question. Donc ça, il y a une prise de conscience. Disons que la fin de la naïveté est passée et qu'aujourd'hui, ça s'analyse. Maintenant, quelle stratégie, vers où aller, comment choisir, comment abandonner des technologies qui font que la telle et telle entreprise est extrêmement performante. Je pense qu'il y a des comportements différents entre les membres du SIGREF, qui sont des grandes entreprises internationales et qui ont besoin de systèmes qui fonctionnent à l'échelle. Quand on est DSI d'un ensemble où vous avez 200 000, 300 000, 400 000 postes de travail, vous n'allez pas bricoler avec une PME. Vous avez besoin de choses qui tiennent la route et qui soient pas... Voilà, donc c'est et de l'autre côté, quand vous êtes une ETI, vous n'avez pas forcément besoin d'autant d'innovation, de systèmes d'information aussi compliqués. Donc c'est tout le panel qui peut regarder. Mais de l'autre côté, où sont vraiment les alternatives à court terme à des technologies qui sont bien truc. Et dernière chose, le cloud, il y a du IaaS, il y a du PaaS et il y a du SaaS. Souvent, les métiers vont chercher du SaaS. Et c'est là où on crée plus de valeur que dans le PaaS et dans le IaaS. Donc, on voit bien, pour pouvoir aller vers des alternatives, même pour des ETI, ils vont avoir besoin d'avoir des clouds de confiance avec des vrais marketplaces en mode SaaS qui permettent de rivaliser avec des grands clouders. Oui. Donc, c'est tout ce chemin-là qui est lancé. Ça ne se fera pas en 10 minutes, quoi. Sur ce sujet de la géopolitique, c'est intéressant. Pour reprendre un exemple qui a été frappant et dont on a pas mal discuté au CIREF, le 25 janvier, j'avais publié un truc assez marrant que moi j'avais trouvé marrant au départ sur LinkedIn. C'était ce que j'appelais le scénario danois où les États-Unis interdisaient à la tech américaine de fournir des services au Danemark tant que le Danemark n'aurait pas livré le Groenland aux conditions américaines. C'est le 25 janvier que je dis. Eh bien, je l'avais envoyé avant à tous les DSI des membres du CIREF dans l'édito de notre newsletter. Il y a le DSI d'un très grand groupe français, très international, dont je tairai le nom, qui a pris ces scénarios, en réunion de COMEX, qu'il a montré, qu'il a dit, vous voyez, vous prenez ce scénario, vous rayez Danemark, et vous mettez France. Le nom de notre entreprise, et vous vous posez la question de ce qui se passe pour nous. Le nom de notre entreprise, parce que c'est une entreprise qui est effectivement en concurrence avec des entreprises, nombreuses entreprises aux États-Unis. Alors justement, les personnes qui sont dans le public en bas ont répondu. Donc vous en avez 84% qui vous disent donc oui. Ils ont constaté qu'il y avait que le contexte géopolitique pouvait avoir un impact et ça s'est vu dans leur quotidien. On a 3% qui disent non, donc c'est 3 personnes, 15% qui disent non, et 0 qui disent ça dépend. Donc quand je vois qu'on a du oui et du non, je me pose la question, est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés, des tailles d'entreprise qui se questionnent dans un contexte comme celui-ci? Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un sujet de taille. Alors, moi déjà, par rapport à nous, je ne partage pas le fait que c'est pas parce qu'on est une ETI qu'on n'a pas le droit à accéder à la meilleure technologie, même qu'elle soit mondiale. Il y a des ETI qui sont mondiales et donc qui ont donc le fait que moi, si je prends le cas de Memority sert aussi bien les très grands groupes que les entreprises intermédiaires. Et quand on pose la question, c'est la prise de conscience qui est différente. D'accord. Et quand on pense la prise de conscience, voilà. C'est-à-dire que et c'est OK, l'ensemble des ETI ont le droit d'avoir accès à l'ensemble de la technologie. Non, mais je veux dire, il faut proposer qu'il y a des petits fournisseurs de software pour les ETI et des grands pour... Non, j'ai pas ça. J'ai dit que quand on est une ETI, on a un système d'information, une ETI, une PME qui est quand même moins complexe, moins international, et on a plus de liberté
pour recourir à des technologies plus européennes. Voilà, donc en tout cas, c'est dans l'autre donc, sens en fait. Oui. Je l'avais interprété ce que tu avais dit dans le sens inverse en fait. Donc, quand on pose la question, c'est vrai que le tissu industriel et des ETI sont très très vigilants et sont très sensibles au fait qu'on a des offres qui sont sur des clouds de confiance, qui vont vers des certifications, etc. Alors que les grands groupes, culturellement, en fait, et c'est vrai que leur nationalité même se peut questionner d'ailleurs, hein, et c'est pas, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais c'est vrai qu'ils ont moins de prise de conscience. On a fait un exercice assez intéressant. C'est le même prix d'utiliser Memoretti sur un cloud de confiance ou un hyperscaler classique. Donc ça ne change rien. 100% des entreprises intermédiaires ont choisi un cloud de confiance. Ok. Ouais. Ils sont peut-être plus, en fait, excuse-moi, je t'en prie, ils sont peut-être plus effectivement côté UTI sensibles finalement à la problématique d'intelligence économique, parce qu'en fait c'est de ça dont on parle aussi. Ils ont peut-être des brevets à protéger, ils ont voilà, dans les grands groupes il y a peut-être moins cette conscience-là, même si pour travailler dans un grand groupe pour le coup, nous on est très conscients de ça, et voilà, c'est vrai que c'est l'ADN de la Caisse des dépôts aussi de soutenir la French Tech. Voilà, c'est aussi une des missions évidemment principales du groupe, mais on est très conscient de ce risque-là, de la perte de confidentialité aussi des données au sens RGPD du terme, parce qu'on a aussi ça. Et tu parlais des accès. Effectivement, l'accès aux données, c'est primordial. Et aujourd'hui, quand on est quand on prend une solution cloud, voilà, un cloud américain typiquement, on peut avoir des exploitants qui sont à l'autre bout de la planète, dans un autre continent, voire en Inde, et qui effectivement accèdent à nos données sans qu'on soit au courant. Enfin, ce que je constate, c'est quand même qu'au sein du CIREF, les très grands groupes internationaux, mais qui effectivement ont beaucoup d'IP, ont beaucoup de brevets, font beaucoup de R&D, ils ont quand même un système d'information en oignon, hein, avec un cœur qui est totalement protégé, interne. J'aimais bien, c'était l'image que prenait le groupe Michelin, où il y a un truc. C'est les formules pour faire les pneus, là, ça sortira jamais de chez nous. C'est un peu comme la formule du Coca-Cola, hein, ça ne sortira jamais de chez nous. Et on ne le mettra jamais, même dans un cloud de confiance. Ça sera toujours chez nous et on travaille là-dessus. Et c'est partagé dans un environnement de totale maîtrise. Hein, et ça sortira jamais. Et puis après, ils ont des cercles concentriques de confiance. Et puis après, pour le fonctionnement quotidien de l'entreprise, et indépendamment donc du fait qu'il puisse y avoir, en ayant bien ségrégué toutes les données à protéger, ils utilisent le truc qui est tout venant, qui leur permet d'être un grand, qui est nécessaire pour le travail d'un très grand groupe international. Donc c'est bien ça la question, la protection des données, en fait, des données stratégiques, effectivement, tu t'arranges pour les garder chez toi ou vraiment sous contrôle. Ou les processus critiques, hein, c'est bien sûr, pour les fonctions critiques. Toutes les fonctions critiques, elles sont chez elles. Il y a également la géopolitique qui s'intègre, notamment pour les très grands groupes, sur des nouvelles architectures en système d'information qui font qu'on va revoir des architectures par plaque, par grand domaine géographique. On voit, parce qu'on a vécu des années... La désoptimisation. Exactement, on a vécu des années de centralisation, d'utilisation, avoir des SI uniques, hein, et ça a été avec mon succès. On commence à avoir des réflexions sur des grandes plaques, Asie, Europe, États-Unis. D'ailleurs, le mouvement, il a été engagé il y a maintenant plusieurs années, parce que c'est la Chine qui l'a imposé aux entreprises qui avaient un système d'information global, monde, qui était le même en Chine. Et les Chinois, à un moment, ont dit hop, 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 bien sûr. Le Great Firewall, et puis vous allez maintenant chez des opérateurs chinois et on ne veut plus que vous puissiez opérer comme ça. Avec un cadre juridique. Avec un cadre juridique extrêmement. Voilà. Et donc ils ont été obligés de désoptimiser. Aujourd'hui, c'est un mouvement, en tous les cas, on en a parlé, et tu y étais, hein, Gilles, aux rencontres numériques de Strasbourg le mois dernier, où c'est un élément qui est ressorti de la résilience des systèmes d'information des grands groupes. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de désoptimisation du système d'information par rapport à ce qu'elle a été auparavant. C'est-à-dire, on retrouve une autre forme d'optimisation pour optimiser la résilience du système d'information justement par plaque. Plaque peut-être Nord-Amérique, une plaque Europe, une plaque Afrique et Moyen-Orient et une plaque Asie.
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on voit quand même un certain nombre de mouvements, notamment le mouvement des clouds de confiance qui commencent à avoir des belles initiatives. Je pense que depuis France 2030, il y a eu toute une série de décisions depuis le plan de relance pour essayer de créer cette dynamique de lancer. Et je trouve que les clouds de confiance qui sont au balbutiement, pour l'instant, sont quand même des choses qui permettent d'envisager un espoir assez intéressant, qu'aussi bien ce soit sur du purement technologique maîtrisé comme OVH, ou alors sur des clouds plus partagés, où on voit que Microsoft et Google ont fait des efforts pour se comporter et mettre leur technologie au service dans une identité qui soit juridiquement française et sécurisée. Alors, justement, on a un commentaire qui a été mis au début, mais je trouve que ça va bien avec ce que tu viens de dire, donc qui vient du public plutôt qui est présent cette fois-ci. Donc, il dit, la première question est très intéressante, il est bon de rappeler que le cloud est un modèle opérationnel et non un lieu. Oui. Concernant les fournisseurs de cloud public, la vraie question est de savoir si l'on est dépendant en technologie ou dépendant au fait de devoir y stocker nos données pour profiter de leurs services. Ah bah non, c'est bien un peu ma première chose. On est dépendant de leur service, puisqu'on va confier les données, on confie les données à un partenaire. Ce partenaire n'est pas sous le même cadre juridique que vous. Voilà, c'est là où est la cassure. Alors, pour passer à la question d'après... Maintenant, ils nous apportent des services, ils ont d'excellente qualité. Et c'est ça qu'il faut essayer de rattraper. Ben justement, ça va un petit peu avec la question que je comptais poser. Donc, dans le même rapport du CLUSIF dont on parle, le CLUSIF note qu'il y a une asymétrie des écosystèmes numériques qui va favoriser les entreprises américaines. Et donc, ma question, donc, qu'il s'agisse de l'IA, du cloud, est-ce qu'on peut dire que l'Europe n'a pas réussi à développer un écosystème favorable justement à un numérique compétitif, hein? Alors, on a Mistral, mais voilà, peut-on en parler? Mais attention, ces dépendances technologiques, qui, de l'économie européenne à l'égard de l'industrie de la tech américaine, elle s'est progressivement construite. Personne n'a décidé un jour, on va être dépendant. Elle s'est progressivement construite sur les 30 dernières années, par absence de vision, par pusillanimité, par procrastination, par absence de vision, par paresse intellectuelle. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui, de toute façon, si on continue sur cette dynamique, elle va devenir insoutenable pour l'économie européenne. Non, mais ce qui est intéressant, c'est relire le rapport de 1976 sur l'informatisation de la société française. Tout y est. Tout, les puits de données, la dépendance des Américains. On est combien de temps d'années après? 60 ans après. Voilà, donc comme dit Henri, ça s'est fait parce que c'était plus simple, parce que c'était moins cher, parce que la technologie s'est imposée, parce que l'Europe n'a pas su parler d'une seule voix. J'ai une image que je me permets de vous donner, mais cette stratégie serverless dans laquelle l'Europe s'est installée confortablement depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire les data centers, ils sont pas chez nous, ils sont opérés par d'autres continents, mais nous, cette stratégie serverless dans laquelle on s'est enfermé, c'est exactement le pendant dans l'informatique de la stratégie fabless qui avait été promue par Turuk, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui a entraîné la désindustrialisation dans les années 90 et qui a entraîné la désindustrialisation de la France. Le fabless, c'est-à-dire les usines, on va laisser ça aux pulasseurs sur d'autres continents et on ne va pas s'en occuper. Nous, on va s'occuper des services, de la viticulture et de la culture et des loisirs. Alors, pour compléter, alors déjà on peut aussi reconnaître, mais tu l'as dit, tu disais le dire à la fin, on peut reconnaître aussi qu'il y a une industrie logicielle sur 30 ans qui s'est créée aux États-Unis, qui est assez exceptionnelle, 50 ans, qui reste exceptionnelle. Ils ont réussi à devenir les meilleurs sur le sujet. Et l'Europe aurait pu faire la même chose. Oui, c'est un peu la question, c'est pourquoi. Alors, le public qui est présent, j'aimerais bien connaître votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on a un écosystème numérique qui favorise le développement des technologies en France? Voilà, je vais vous laisser voter et puis on continue. Alors, donc il y avait ça, et l'autre point, et je partage ce que tu dis, c'est, et si on fait la comparaison avec l'industrie, il n'y a pas d'innovation si on n'a pas d'industrie. Et on le démontre, on ne peut pas innover si on ne fait pas. Et donc, l'importance d'avoir des vraies usines, des vraies factories numériques sont évidemment essentielles pour continuer. Alors, à la question, les conditions de succès pour qu'on ait, parce qu'on va se projeter dans l'avenir, les conditions de succès. En fait, il y a rien qui nous empêche d'être un leader sur la tech. D'une part, parce que c'est une guerre de talents et il y a des talents, que c'est une guerre où il y a des entreprises intermédiaires, des secteurs publics. Donc, il y a des clients et des besoins qui sont assez fantastiques. Donc, il n'y a rien qui empêche. Il y a une seule chose, de mon point de vue, qui empêche, c'est culturellement. C'est que culturellement, on a considéré que la tech, elle est américaine. Il y a un récit de la tech américaine qui fait qu'il
il faut qu'on arrive à rendre la tech européenne, du point de vue des fournisseurs comme nous, comme du point de vue des acheteurs, elle est désirable, qu'on est fier de faire de la tech, on est fier de consommer de la tech. Et il y a un très beau enjeu, un bel enjeu culturel. Alors je vois que Henri n'est pas complètement d'accord avec moi, mais j'aimerais revoir, comme il y a 20, 30 ans, 40 ans, hein, des décideurs dans la tech qui ont les yeux qui brillent quand on leur dit voilà ce qu'on va faire et voilà comment on va le faire. Et on va le faire ensemble. Voilà, c'est ça qu'il faut revenir sur le faire et sur le faire ensemble. Alors, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, on a un bel écosystème de start-up en France, et c'est ça aussi qu'il faut faire grandir, et un beau système écosystème de PME. Enfin, nous, on le voit dans la cybersécurité, en fait, franchement, on a vraiment un beau panel. Alors, on n'a pas de cartographie de tous les fournisseurs français et européens, donc ça peut-être ça manque un peu, mais en fait, on a quand même un bel écosystème. Et toutes ces sociétés, elles ont besoin de contrats, elles n'ont pas besoin de subventions, en fait. Et là, c'est là où les acheteurs, nous, en fait, on a un vrai levier. La commande publique ou la commande privée, c'est quand même un vrai levier pour les faire grandir. À la Caisse des dépôts, moi, j'avais fait un témoignage chez Exatrust, parce que j'ai travaillé avec une société qui avait 2 ans d'existence, pour expliquer qu'une maison de 200 ans d'existence pouvait très bien travailler avec une société qui avait que 2 ans, parce que c'était en fait un partenariat, et c'était gagnant-gagnant. Eux, ils avaient à cœur de démontrer qu'ils étaient capables de faire du développement logiciel conformément à nos besoins, et eux, ils développaient une solution qui était vraiment intéressante et qui répondait à ce que moi je voulais. Et donc ce partenariat, en fait, c'est pas juste une belle histoire comme ça. En fait, on en a d'autres. Quand on utilise des solutions dans la cybersécurité et on voit que finalement, on a des sociétés qui tiennent la route, qui font des produits qui sont intéressants. On contacte nos investisseurs en disant peut-être en fait on pourrait investir dans ces sociétés-là si elles ont besoin de monter au capital, évidemment. Mais on pourrait favoriser leur développement. Donc, on fait des analyses de risque après sur la société, parce que ça, c'est d'autres personnes qui font ça, c'est la partie économique. Mais c'est aussi mettre en lumière des belles sociétés qu'on a en France. Et franchement, on a un écosystème qui, enfin, peut-être tu me rejoins pas, mais moi que je trouve quand même assez florissant et intellectuellement, c'est satisfaisant. Je laisse voir la réponse du public en bas, donc qui dit qu'effectivement, on a un écosystème qui favorise plus les gens américains. Donc, on est quand même à 80% de oui. À 10% de non, on a quand même des personnes qui pensent que non, ça ne favorise pas nécessairement les entreprises américaines et que c'est favorable pour les Français. 10% de ça dépend. Donc, deux personnes qui ne sont pas tout à fait sûres entre le A et le B. Donc, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Mais je suis d'accord, en fait, je suis d'accord avec les deux. C'est-à-dire, je suis d'accord avec le public qui répond à 90% que ça favorise plus les entreprises américaines. Et donc, je suis d'accord de facto avec toi, Odile, quand tu dis c'est aux acheteurs aussi de faire le bon choix. C'est aux acheteurs aussi d'aider en fait cet écosystème-là. Il y a quand même une chose qu'il faut voir. C'est que, je le résumerai en une phrase, l'Europe de la tech sera fédérale ou ne sera pas. Et ce n'est pas une conviction fédéraliste pour l'Europe. C'est sur le sujet de la tech, du numérique, le marché numérique ne pourra se développer que dans une Europe qui aura aboli toutes les frictions aux frontières. Ah bah super, ça m'amène à la prochaine question. Parce que pour se développer, une entreprise, elle ne peut pas être française ou allemande ou italienne. Elle doit être à l'évidence européenne pour bénéficier d'un marché domestique dans lequel elle va pouvoir se développer. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Quand on a un marché de 350 ou 400 millions de consommateurs aux États-Unis, ça fonctionne. Alors on va me dire Israël. Israël, son marché domestique, ce sont les États-Unis. Ouais. Directement. Et donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison, tu disais c'est culturel. C'est également de la régulation. Les grandes banques, elles me disent, mais pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, 70% de l'investissement, ce sont les banques, ce n'est que 30% en Europe. BAL 3. Ça leur impose des critères qui ne leur permettent pas, en matière de fonds propres, de pouvoir investir dans la tech au même niveau que leurs concurrents aux États-Unis. Et enfin, troisième chose, la French Tech. Petit bémol quand même sur la French Tech et sur la Startup Nation, c'est que en fait, on a eu en France et depuis maintenant 10-15 ans une démarche qui était orientée et qui était pilotée exclusivement par la stratégie des VC. C'est-à-dire sur des investissements à 5-6 ans. Et au bout de 6 ans, je me désinvestis. Ce qui fait que ça n'a pas permis de faire le truc qui est le plus fondamental, notamment dans le cloud, c'est d'investir dans les infrastructures. C'est très capitalistique et ça nécessite des investissements sur le temps long.
Et ça n'a pas été fait. Et on n'a pas fait ce travail qui était important, qu'on aurait dû faire dès les années 2008-2010, c'est d'investir dans les infrastructures, de faire grandir ces infrastructures, parce qu'aujourd'hui, eh bien, quand on parle d'IA, 80% du coût de l'IA, c'est d'abord de l'infrastructure, et on n'a pas ces infrastructures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on rame pour essayer de reconstruire des infrastructures que l'on maîtrise. Et aujourd'hui, ceux qui ont fait quand on prend Stargate, le projet là annoncé par Trump avec OpenAI, 500 milliards de dollars, c'est d'abord des infrastructures, c'est du brick and mortar, ce sont des serveurs, ce sont des processeurs graphiques, et puis c'est de l'alimentation électrique, c'est de la connectivité télécom, tout ça de très bonne qualité, ça coûte une blinde, et c'est ce qu'on n'a pas su faire depuis 20 ans dans le cloud. Et aujourd'hui, le cloud, eh bien, c'est la technologie qui maîtrise toutes les autres, que ce soit l'IA, que ce soit le domaine quantique, que ce soit la 5G, la 6G, les télécoms, c'est du cloud. Alors, c'est vrai que le marché il est fragmenté. Ça, en Europe, ça, c'est clair. Justement, si on reprend tous ces ma question. Je suis totalement d'accord avec ce que je viens de dire, et je voudrais simplement revenir un petit peu sur l'innovation aujourd'hui. Effectivement, on a un système d'innovation qui est foisonnant. On a plein d'entreprises qui montent, on arrive à créer des PME, mais à un moment, ça s'arrête. Et nos PME n'arrivent pas vraiment à grossir, n'arrivent pas à passer à l'échelle. Et dans la cyber, c'est assez caractéristique. Quand on regarde les tailles même de sociétés qui ont une dizaine d'années, elles ont une espèce de plafond de verre qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Pour mon avis, deux raisons. La première, c'est elles ont du mal à partir à l'export, elles ont du mal à aller au marché européen. C'est pas un marché unique, c'est 24 marchés ou 25 marchés différents, avec des réglementations différentes. Et que c'est plus facile de partir sur le sud-est asiatique. Je dis que ça sera fédéral, ça ne sera pas. Donc ça, c'est vraiment un autre point. La deuxième chose, très souvent, on s'aperçoit que le passage à l'échelle est un élément compliqué. Et dans ce passage à l'échelle, faire un delivery industriel qui permet de faire du grand deal avec des grands partenaires, c'est là où le bas blesse aussi. Donc cette espèce de passage à l'échelle qui est le moment où l'entreprise n'y arrive pas. Et donc du coup, elle est montée, puis du coup elle stagne. Voilà, c'est un petit peu moi ce que je constate. Gilles, un témoignage. Gilles, voilà, témoignage. Alors Gilles, on parle de fragmentation de marché. Comment on fait pour sortir de ça Justement, ce qui est Alors, je vais peut-être faire le grand naïf de la table. Ce qui est intéressant de voir, c'est celles qui sont passées à l'échelle. Et il y en a quand même. Donc c'est possible. Donc voilà, bien sûr, on donne du compliment à Non, mais Gilles. j'enlève rien. Tous les freins qui ont été, ils sont évidents, ils sont clairs et il n'y a pas de sujet. Mais en fait, nous, en tout cas, la voie qu'on prend, et on prend une voie qui est différent de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, c'est pas sûr qu'on y arrive, mais en fait, on a déjà la chance assez incroyable, c'est qu'on a une plateforme qui est aujourd'hui, quand on la compare à ce qui se fait aux États-Unis, c'est la plus riche, fonctionnelle et la plus performante sur son segment de marché, qui est la gestion des accès et d'identité en mode SaaS. Et là, on peut être comparé à tous les leaders américains. Et donc, nous, la première chose, c'est d'avoir une plateforme qui joue dans la cour des grands. Moi, jamais, et vous ne verrez jamais dans notre discours le fait qu'on doit nous choisir parce qu'on est français, on doit nous choisir parce que notre plateforme est la meilleure. Donc la première chose, c'est revenir sur une démarche beaucoup plus conquérante et offensive. On peut mettre offensif, alors on a un exemple, on peut racheter des technologies sur des entreprises qui sont étrangères. On a repris Memority à Accenture. Accenture. Donc nous, on a fait un carve-out. Donc, il est possible d'avoir une activité, d'être conquérant. Alors, recontextualise cette partie, Gilles, parce que c'est pas toutes les. Enfin, vraiment, le jour où je l'ai entendu, je me suis dit, c'est la première fois que j'ai entendu une histoire pareille. Donc, recontextualise. L'histoire de Memority a démarré il y a 12 ans avec mon associé Francis Grégoire au sein d'Arismore, société de conseil que je dirigeais. Francis Grégoire a eu l'idée et la vision de créer une plateforme de gestion des activités full SaaS il y a 12 ans. En expliquant, après avoir fait beaucoup de projets en termes de conseils, d'intégrer les technologies américaines sur le sujet, si on veut disrupter ce marché-là, c'est forcément le SaaS. Et donc, le succès d'Arismore et de ce sujet a fait que les actionnaires ont décidé, je dirigeais cette entreprise, de céder Arismore et Memority à la société Accenture. Très très belle entreprise mondiale, un géant avec une offre mondiale et des gens de talent. Et donc, on a essayé de développer au sein d'Accenture, et donc l'activité Accenture Sécurité s'est très très bien développée. Et puis Memority, on a décidé il y a 2 ans, avec une équipe de 3 autres fondateurs, donc on est 4 fondateurs, à racheter Memority auprès d'Accenture. Donc on a fait un carve-out et on a redécidé de remettre les conditions de succès
pour faire un leader, un champion européen sur la gestion des accès identitaires. Alors, vous avez bien compris notre conviction, hein, l'autonomie n'existera au niveau entreprise que si les entreprises sortent l'accès et l'identité de façon isolée au niveau européen, s'ils choisissent Memority. Voilà, si je peux faire un exemple simple. Donc, c'est notre vision. Pour ça, on a essayé de réunir donc, les 5 grandes conditions de succès pour avoir une stratégie européenne. Donc, la première, je l'ai dit, c'est une plateforme. Hein, et donc, cette plateforme a une vraie spécificité, c'est que c'est la seule au monde qui réunit l'ensemble des services d'accès à l'identité dans une seule plateforme. C'est la seule plateforme qui permet de traiter tous les cas d'usage. Les cas d'usage d'identité, c'est les employés, évidemment les clients et les partenaires, mais aussi les objets non connectés. C'est 10 fois, 40 fois plus demain qu'il y aura à gérer en termes d'identité sur tout ce qu'on appelle les identités non humaines. Et puis, l'autre point, c'est qu'elle est full cloud, elle est très contextualisée. Alors, donc ça, c'est la première. Le deuxième, je vais aller vite, c'est créer un écosystème. Et donc, c'est le sujet qu'on a fait. Avoir une démarche internationale. Donc, on va annoncer dans quelques jours notre stratégie pour aller à l'Europe. La quatrième, c'est évidemment les talents. Et la cinquième, c'est si l'entreprise intègre sa vision au sein de la plateforme, elle ne réussira que si elle a une excellence opérationnelle. Et donc, c'est un modèle opérationnel qui est efficace, qui permet de se déployer. Évidemment, on ne lèvera jamais autant d'argent que peuvent faire les entreprises américaines. Mais néanmoins, on peut construire une tech européenne avec les règles de la tech européenne. En tout cas, on a la naïveté d'y croire. Et puis, on a quelques fonds qui vont nous suivre, en tout cas dans ce projet. Alors, justement, pour rebondir, moi, le terme que j'ai réentendu tout au long de cette émission, c'est souveraineté européenne, tech européenne. Est-ce que vraiment on a une tech européenne aujourd'hui, une souveraineté européenne? Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même très éclaté, que chacun va à sa direction et ses allégeances aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes ennemis, on n'a pas les mêmes amis, on n'a pas les mêmes. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même ligne. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler, peut-être que je me trompe, est-ce qu'on peut parler d'une tech européenne et d'une souveraineté européenne? Non, pas plutôt d'une tech italienne, on peut être en française. permanence pessimiste, puis qu'il faut regarder aussi, c'est les signes d'optimisme. Aujourd'hui, je prends la fusion entre Veid et Hornet, ça fait un champion européen de 700 personnes qu'on a vu au FIC. Je prends Neverac qui est passé de 250 personnes à 1500 personnes et qui aujourd'hui est en Italie, est en Espagne, est à différents endroits. Donc il y a quand même de belles histoires Européennes. Voilà, et heureusement. Il y en a d'autres, je pense à ces deux-là, mais il y a quand même des belles histoires, des choses qui bougent. Dans le service, on a des leaders sont français et européens. Ouais. Oui. Mais après, c'est vrai que vous adressez des marchés qui sont quand même plutôt fragmentés et qui sont assez... c'est vrai que c'est une Europe à 27, mais il y a autant de législation finalement qu'il y a de... Enfin, moi, je le vois dans la cybersécurité. Si tu regardes sur la partie les pays de l'Est, par exemple, eux, ils revendent beaucoup des solutions américaines. Ils ne font pas beaucoup de promotion de solutions qui seraient européennes. Par contre, en France, on est plutôt à l'inverse, à vouloir promouvoir notre écosystème. Donc, et les réglementations, encore une fois, sont pas forcément les mêmes. Tu regardes Nice 2, les implémentations, elles sont pas les mêmes. DORA et RGPD, bon là, ça descend directement de l'Union européenne, donc c'est un petit peu différent. Mais NIS 2, typiquement, c'est l'exemple de la réglementation qui s'adapte. Ou qu'on adapte. Avec en plus, au niveau européen, certains États qui ne jouent pas le jeu et qui se comportent comme des pavillons de complaisance, cher Amiral, des pavillons de complaisance de la régulation européenne, c'est-à-dire qui expliquent qu'ils vont moins contrôler, qu'ils vont être moins regardants, qu'ils vont être plus cool sur la façon d'appliquer certaines régulations européennes. Venez chez moi, vous serez tranquille. Plus tranquille que si vous êtes en France. Justement, c'est un petit peu la prochaine question. Donc là, je vous partage à l'écran donc une coupure de presse. Donc la Commission européenne a supprimé en 2024 les critères d'immunité aux lois extraterritoriales dans le schéma donc EUCS. Quand elle y a acte, de nombreux acteurs de l'IA en Europe estiment qu'il va ralentir les acteurs européens. Donc est-ce que la réglementation européenne est-elle réellement au service de la souveraineté numérique? Alors sur le UCS, on est en train d'y revenir, sur cette affaire. Je vous explique. C'est-à-dire que depuis... Alors, je profite aussi pour demander au public qui est en bas, est-ce que vous pensez justement que la réglementation européenne est au service de la souveraineté? Oui, non, ça dépend. Alors, sur le UCS, on s'est battu comme des chiens avec de très nombreuses entreprises au niveau européen. Je prends l'exemple notamment de nos partenaires néerlandais, où les entreprises néerlandaises, elles sont sur la même ligne que le CIGREF pour un EUCS qu'on appelle I+, c'est-à-dire des critères d'immunité aux législations non européennes à portée extraterritoriale. Ils disent la même chose, sauf que leur gouvernement était
la position inverse. En France, on avait la chance d'être bien aligné avec le gouvernement, avec l'État français. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait suffisamment de bruit pour qu'à la Commission, eh bien, ils décident de surseoir à toute adoption de l'EUCS dans sa version expurgée des critères d'immunité. Hein, ça, c'est une décision qui a été prise au mois de février à la DG Connect et par Henna Virkkunen, la vice-présidente exécutive, notamment en charge du numérique. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où cette version de l'EUCS de 2024 n'a pas été adoptée, et sera ensuite eh bien, reprise, cette version, après la révision du Cyber Security Act, qui devait intervenir en 2025, et pour laquelle, aujourd'hui, il y a un appel à contribution qui a été ouvert par la Commission européenne, et je vous invite tous à aller vous connecter sur le site de la Commission européenne et de dire « on veut du AI+, dans le UCS ». Voilà. Et ça, comme ça, ben, vous servirez la cause. Oui, parce qu'effectivement, c'est un moyen de protection pour le coup. Absolument. Et voilà, ça correspondait à finalement avoir notre labellisation Secnum Cloud finalement portée au niveau européen. Et c'est vrai que bon, quand on a lu les décisions, on était tous un petit peu montris de voir ce que ces critères d'immunité en fait n'étaient plus inscrits. Alors après, on a peut-être été aidé aussi, ce revirement de situation a peut-être été aussi, on a peut-être été aidé par le contexte géopolitique. Oui, non, mais... Parce que ça correspond quand même. Oui, enfin, donc on a commencé au mois de juin. Mais il y a eu des frondes. On a commencé au mois de juin pour empêcher que l'ECCG, le groupe des experts européens en certification de cybersécurité, ne donne un avis favorable sur cette version de 2024 de l'EUCS à la Commission, qui en aurait utilisé tout de suite prétexte pour l'adopter par un acte qu'on appelle un acte d'exécution. Et là, on a stoppé ce processus et on en est très content. C'est une demi-victoire. Elle n'est pas encore totalement... la bataille n'est pas totalement gagnée. On la gagnera. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on ne doit pas avoir totalement tort, puisque les associations représentatives de la tech américaine, notamment la CCIA, la BSA, sont vent debout contre le AI+, dans le UCS. Donc on ne doit pas totalement se tromper. Alors j'ai une question du public. Comment se fait-il que l'Union européenne soit la plus grosse exportatrice de services numériques via l'Irlande notamment? Comment expliquer cette étrange situation? Je peux expliquer le mécanisme. Vas-y, c'est une question. Voilà, c'est en fait l'Irlande est utilisée en Europe par la tech américaine pour être la plateforme tournante d'un trafic, non pas de services numériques, mais d'évasion fiscale. C'est le contrat. Mais d'évasion fiscale. Ah, c'est clair, d'évasion fiscale. Puisque c'est à partir de l'Irlande, notamment, que la plupart, à part pour le marché américain, que la plupart des grandes entreprises de la tech américaine revendent, distribuent leurs services, que ce soit vers l'Afrique, que ce soit vers une bonne partie de l'Asie, que ce soit vers le Moyen-Orient, et bien entendu vers l'Europe. À partir de là, partant de l'Irlande, eh ben on a cette impression. Hein. Mais en fait, ce sont des mécanismes qui permettent de camoufler à dessein la réalité des flux commerciaux et des flux financiers qui sont générés par ces services. C'est pour ça qu'on se retrouve avec... C'est pour ça d'abord que la balance commerciale entre les États-Unis et l'Europe apparaît si déséquilibré au détriment, comme le dit Trump, les Européens, ils ne sont pas gentils, ils sont très horribles. C'est pour ça que cette balance commerciale est déséquilibrée, d'une part, parce qu'on sait très bien calculer le nombre de bagnoles, le nombre de boulons qui passent depuis le continent européen vers le continent américain. Ça, on sait le calculer à l'unité près. On ne calcule zéro flux commerciaux de services numériques depuis les États-Unis vers l'Europe. Tout se passe de manière extrêmement camouflée. C'est sciemment camouflé pour protéger ces mécanismes d'évasion fiscale. Alors, il y a une autre question du public. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Alors, un internaute qui demande, en cas de crise géopolitique qui rend un fournisseur cloud ou l'une de ses régions inexploitable, existe-t-il des solutions contractuelles, assurantielles ou financières qui pourraient couvrir totalement ou partiellement les coûts d'une migration forcée vers un autre environnement? En cas de force majeure, dans le cas d'un conflit, non.
D'accord, donc on a pleuré. Bah non, il y a Ah, pas de... juste pas- les yeux pour pleurer. Les yeux pour pleurer. Ok. Ouais, ouais. Alors, Non, on ça peut faire de n'existe pas. l'architecture multi-cloud, Voilà. on peut déjà l'anticiper. Hein, Oui, oui, non, mais ça, c'est ça des sujets s'anticipe. je qu'on traite, mais encore une fois, je vais revenir avec Et d'ailleurs, l'architecture et la Dora- vision. Oui. Et il faut l'intégrer. Dora- Et d'ailleurs, Dora, c'est une réglementation pour le secteur financier qui oblige justement à penser La cette réversibilité. résilience justement pour s'affranchir de risques de défaillance d'un fournisseur Tout à fait. ou de crise géopolitique ou de crise climatique ou de Mais, de courant comme mais on sait très bien. Ou de décret. ou de décret, oui. Oui, bien sûr. Mais on sait très bien, enfin voilà, pour travailler dans le secteur financier, on sait très bien qu'avec, pour certaines solutions, c'est juste très compliqué, voire impossible. Mais c'est vrai que normalement, la réversibilité, les cas de force majeure sont prévus dans le texte. Mais ça, c'est des choses qu'on va mettre en place et qu'on va regarder. Mais les architectures, elles sont déjà là. Et c'est ce qu'impose le régulateur, notamment auprès des banques systémiques. Hein. Bien sûr. La BCE dit pourquoi expliquez-moi Mais- comment C'est compliqué quand même cette affaire. vous allez mettre ça en œuvre. Alors j'arrive à ma dernière question. Donc on a les géants. Alors je vous partage le petit écran. Alors c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Les géants numériques américains prennent de plus en plus d'engagements en Europe pour assurer justement notre souveraineté numérique européenne. C'est par exemple le cas récemment de Microsoft qui a indiqué investir massivement dans les infrastructures cloud sur le sol européen en créant un conseil d'administration européenne. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit y croire? On doit croire que de toute façon, il va faire ses investissements. C'est Brad Smith qui est venu le 30 avril à Bruxelles. Brad Smith, qui est président et chairman de Microsoft, qui est venu à Bruxelles pour dire aux Européens, bon, ce que dit Trump, moi, ça ne concerne pas Microsoft. Nous, on va vous assurer que vous n'aurez pas de scénario à la danoise, vous voyez, pour Danemark, Groenland. Et que, de toute façon, on vous garantit que nous, Microsoft, de toute façon, mais c'est une promesse qui n'engage que ceux qui les écoutent, parce que Microsoft, même avec un conseil d'administration en Europe, ça reste une entreprise qui est soumise, de toute façon, à la réglementation américaine. Et si il ne se plie pas aux injonctions d'un executive order du président américain, c'est tout de suite du pénal pour les mandataires sociaux de cette entreprise aux États-Unis. Voilà. Bon, la seule chose positive, c'est qu'il a un discours qui est différent de celui des autres. Oui, des absolument. des autres. Mais dans les faits, je reviens complètement. Quand on connaît la puissance de l'administration américaine, quand on l'a vu se déployer, vous disiez le Pierucci, vous disiez d'autres affaires, si la puissance administrative américaine se déploie, il n'y a pas un citoyen américain qui peut y résister. Ouais. Parfait. Mais écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission. Je pense que c'était un débat sur lequel on aurait pu passer beaucoup plus de temps. Hein, C'est fini ? c'est fini. Déjà Ouais, ça a fait une heure. On va rester. Non, pardon, pas la Pourtant, ça fait une heure. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci au public à distance d'avoir commenté, d'avoir échangé. J'ai pu poser certaines de vos questions. Merci au public en bas qui a également joué le jeu avec nous ce soir. Donc, on était en partenariat ce soir avec Memority qui vous met d'ailleurs à disposition un livre blanc sur le thème de ce soir. Si vous souhaitez le recevoir et que vous n'avez pas coché la case, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Je vous revois très prochainement pour nos prochaines émissions. N'oubliez pas de liker, de commenter. Ça permet à nos équipes de vous créer un contenu de qualité et de continuer à ramener des experts autour de la table pour en débattre. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.